Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau webinaire organisé par LSA en partenariat avec Lotfer. Nous avons un sujet qui est passionnant aujourd'hui. Vous le savez tous, le monde se digitalise, les entreprises se digitalisent, les consommateurs se digitalisent. Eh bien, se posent forcément des questions de sécurité et de performance. Nous allons voir comment travailler tous ces points, comment les améliorer. La cybersécurité, j'ai envie de dire quasiment la presse en parle tous les jours, c'est un sujet passionnant. Pour en parler, je suis ravi d'être avec Weong Chen, donc responsable des comptes stratégiques chez Cloudflare. Bonjour. Bonjour Yves. Également avec Laurent Hamsel, donc directeur sécurité SI, système d'information de Carrefour. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Gibert, directeur de la technologie du groupe Carrefour. Bonjour Yves. Bonjour. Alors je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez par Internet. N'hésitez pas, soit je les prendrai au fur et à mesure, soit à la fin du webinaire, mais n'hésitez pas à poser des questions ou à faire tout simplement des remarques. Ma première question, elle va être relativement simple. Ouais, finalement, on parle beaucoup de cyberattaques. Quels sont les éléments? Comment vous observez ce phénomène aujourd'hui? Déjà, on les observe parce qu'on a la chance en fait d'avoir une position assez privilégiée sur le marché de l'Internet, parce qu'il y a à peu près 20% aujourd'hui du web mondial qui est protégé par Cloudflare. Donc ça nous permet effectivement de voir passer beaucoup de trafic, non seulement en volume, mais également avec beaucoup de diversité, je dirais, dans la nature du trafic. Et avoir cet accès, c'est vraiment quelque chose de très important en termes de sécurité, parce que ça nous permet souvent d'être les premiers à voir arriver les nouvelles formes d'attaques contre lesquelles nos clients doivent effectivement se défendre. Donc c'est vraiment un sujet qui est important, et cette capacité-là, on la met à disposition également de nos utilisateurs au travers d'une ressource publique qui s'appelle radar.cloudflare.com. Donc vous avez là un petit extrait sur l'écran, et on montre un certain nombre d'indicateurs sur le trafic Internet, la nature des connexions, et d'où viennent les attaques, de quelle nature elles sont, etc., etc. Vous avez quelques chiffres à nous donner sur le... Les chiffres, il y en a beaucoup. Le premier qui me viendrait à l'esprit, c'est depuis un an, on a vu vraiment doubler le nombre d'attaques DDoS. Donc les attaques dites en déni de service, qui visent donc à faire tomber les ressources, j'allais dire, en ligne de nos clients. On a vu également un autre phénomène qui est très important, qui se développe énormément depuis un an également, c'est toutes les attaques de phishing. Donc tout ce qui vise donc les attaques de type hameçonnage, qui vise à récupérer de l'information en fait sensible chez la victime. C'est un chiffre qui a été multiplié par 4. C'est-à-dire quand les tentatives de phishing ont été multipliées par 4. Et aujourd'hui, les menaces qui arrivent chez nos clients, dans 90-91% des cas, arrivent par le canal de l'email. Donc ça, c'est un point qui est également important à avoir en tête. Un autre élément qui est peut-être moins un chiffre de pure cybersécurité, mais il faut comprendre que dans le retail et dans le e-commerce, les sites web, notamment de e-commerce, dépendent de technologies qui sont dites de tierce partie. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et qu'un site aujourd'hui de e-commerce peut avoir jusqu'à une centaine de tierces parties. Et ces tierces parties, elles constituent une augmentation de la surface d'attaque de nos clients, qu'il faut également protéger. Voilà, donc on pourrait en parler très très longtemps, et je vois peut-être qu'un dernier chiffre qui serait intéressant de avoir en tête, c'est que toutes les entreprises aujourd'hui, dans toutes les enquêtes qu'on peut mener, déclarent subir, pour des raisons de sécurité, au moins un incident mensuel qui génère une interruption de service. Donc c'est un sujet bien évidemment très fortement. Service, donc voilà. Ça coûte de l'argent, mais pas que. Alors Laurent Hamsel, j'imagine que le groupe Carrefour, comme les entreprises publiques ou privées, comme les petites ou les grandes entreprises, vous subissez des attaques. Et oui, naturellement, aujourd'hui, les attaques, la cybersécurité, ça fait partie du paysage. Malheureusement, on le voit au journal de 20h, des hôpitaux qui se font attaquer. Donc Carrefour ne fait pas exception à la règle. Sur l'ensemble du groupe, on va comptabiliser plusieurs centaines d'incidents par an, de toute nature. Et environ 10% de ces incidents sont qualifiés de sévères. Ça veut dire qu'on doit vraiment y apporter une attention accrue pour éviter un impact qui serait potentiellement très très élevé. Tous les pays sont concernés, parce que Carrefour est un groupe mondial, donc présent dans de nombreux pays. Oui, on a des attaques sur l'ensemble des pays. On ne constate pas vraiment de différence de nature d'un pays à l'autre, ou même d'un continent à l'autre. Il faut bien comprendre que de toute façon, les attaquants
sont rarement dans le pays de l'entreprise qu'ils attaquent. Ils peuvent même être répartis dans plusieurs pays. Et donc on a vraiment une globalisation des attaques sur la planète. Oui, phénomène mondial. Oui, clairement, c'est un phénomène mondial et c'est ce qui fait aussi que la défense devient complexe, parce que comme l'attaque potentiellement peut venir de partout, elle génère en fait le besoin d'avoir des systèmes de sécurité qui eux-mêmes sont distribués pour justement être capable de répondre au plus proche de l'attaque, parce qu'on va également parler de performance tout à l'heure, et les mécanismes qui permettent de se protéger de ce type d'attaque lorsqu'elles sont distribuées, elles impactent également la performance des sites lorsque le mécanisme de sécurité n'est pas assez proche de la source de l'attaque. Alors quels sont les différents types d'attaques ? Je peux répondre. Aujourd'hui, on a différentes motivations des attaquants suivant les entreprises. On va avoir des tentatives d'espionnage, de sabotage, c'est-à-dire de la destruction juste pour détruire. Nous, les attaquants que l'on va avoir en face de nous sont vraiment des attaquants à motif crapuleux qui viennent pour gagner de l'argent. Donc, on va avoir deux types d'attaques. On peut les classer en deux familles. La première, c'est vraiment la cyberattaque telle que tout le monde l'entend. C'est ce qu'on voit au journal. C'est l'intrusion dans le système d'information pour le bloquer et ou voler les données de l'entreprise. Tout ça dans un but de demande de rançon. Là, l'attaquant va paralyser le système de production, puis ensuite va demander de l'argent soit pour le débloquer, soit pour ne pas révéler les secrets qu'il a pu glaner pendant l'attaque. Donc ça, c'est la cyberattaque, c'est la première famille. La deuxième famille, ça va être de la fraude. Donc on va rencontrer des tentatives de fraude déjà contre nous-mêmes. La fraude dite au président, où l'attaquant va usurper l'identité d'un responsable pour typiquement tenter d'obtenir un versement financier. Et puis, de plus en plus, on va constater des tentatives de fraude contre nos clients. Il faut comprendre que dans le retail, on a un système de cagnotte. La plupart des retailers, en tout cas chez Carrefour, on a un système de cagnotte. Ça veut dire que sur un compte client en ligne, sur Internet, vous avez accès quelque part à un moment à de l'argent que vous pouvez dépenser soit en ligne, soit même physiquement en magasin. Et donc, prendre le contrôle du compte d'un client, c'est à un moment récupérer de l'argent sonnant et trébuchant. Donc on va avoir vraiment ces deux grandes familles d'attaques contre Carrefour. Voyons que sur le constat, pareil, sont les différents types. Oui, également, je pensais aussi à un autre sujet qu'on avait eu l'occasion d'évoquer autour, d'un comportement frauduleux sur la carte de fidélité. Typiquement, les retailers, parfois, lorsqu'ils créent des cartes de fidélité pour leurs clients, au moment de la création, le client se voit récompensé par exemple d'un bon d'achat. Et on voit effectivement des phénomènes où les systèmes de gestion de la carte de fidélité des retailers sont attaqués pour créer des tas de cartes, pour récupérer ces fameux bons d'achat et qui sont ensuite revendus sur des canaux pas très recommandables à des coûts inférieurs. Et ça, c'est de la perte sèche, pas directement en tant que tel, je dirais, pour le retailer, mais ça atténue de manière très très forte l'efficacité de leurs opérations marketing. Parce qu'un retailer qui crée ce mécanisme-là, il entend voir arriver un trafic dans son magasin, sauf que si X de ces bons de réduction sont utilisés par la même personne qui les a achetés frauduleusement, c'est pas le but recherché d'un point de vue commercial. Le rançonnage, j'imagine que le premier réflexe, c'est de ne pas payer. Ça, il faut demander ça aux clients. Alors, effectivement, nous, on n'a jamais vraiment été confrontés à ça, à une rançon. Enfin, être obligé de payer une rançon pour débloquer le système. Maintenant, payer une rançon, c'est jamais une très bonne idée. Parce que d'une part, on n'est pas sûr de récupérer les données. Puis d'autre part, on passe un message très fort aux attaquants en disant c'est incité à revenez et on est prêt à payer. On a parlé de préjudice, il y a un préjudice financier, mais pas que financier. Donc quels sont les différents préjudices en cas de cyberattaque ? Alors d'abord, la cybersécurité, ça a un coût. Le marché estime qu'on devrait investir environ, suivant les industries, 5% de l'investissement informatique en cybersécurité. Un peu plus, un peu moins, suivant les métiers. Mais le coût n'est pas le seul impact. Juste, pardon, le budget informatique, il est de combien en pourcentage du chiffre d'affaires en général dans la distribution ? Olivier, tu veux répondre ? Aujourd'hui, en général, on utilise un indicateur qui est l'ITR, qui est le ratio entre le budget qu'on met sur la technologie par rapport aux ventes. Un retailer traditionnel, on est aux alentours de 1,5%. Donc 5% de ce budget-là, dans la cybersécurité, devrait être investi en cybersécurité. Mais lorsqu'on préparait cette émission, par exemple, il y a eu une grande marque sur Internet, c'est beaucoup plus, c'est ce que vous m'avez expliqué. Exactement. Voilà, ça peut monter jusqu'à 9%. Suivant les secteurs, effectivement, les risques des secteurs. Alors, le
le coût, l'argent n'est pas le seul impact. Aujourd'hui, la cybersécurité est totalement présente, on l'a dit depuis le début de cette émission. On va devoir la prendre en compte à tous les niveaux de l'entreprise, et notamment dans les développements informatiques. On va embarquer cette cybersécurité, donc ça va par exemple rajouter des tests, et ça peut même aller jusqu'à impacter les fonctionnalités. Sur un site e-commerce, pour éviter ce dont je parlais tout à l'heure, l'intrusion dans les comptes clients, les vols de cagnotte, on va par exemple rajouter des mécanismes de type CAPTCHA. Je pense que Wei-Hong peut-être en redira quelques mots tout à l'heure, mais on voit que ça peut même changer la fonctionnalité vue du client. Puis le dernier impact, c'est la réglementation. Depuis quelques années, et notamment en Europe, les réglementations sur la cyber se durcissent. On a eu le RGPD qui est apparu en 2018 avec un volet qui impose la protection des données personnelles des clients. Et puis on a depuis quelques années une directive européenne qui s'appelle la NIS, qui va bientôt évoluer en NIS 2, qui là impose directement aux entreprises, à certaines entreprises en tout cas, et certaines administrations, qui leur impose de se protéger contre les cyberattaques. Et sinon, il y a des sanctions à la clé. Alors, quelles sont les cyberfraudes les plus élaborées que vous avez vues ces derniers mois ou ces dernières années? Alors, pour rester sur l'attaque contre les comptes clients, jusqu'à il y a quelques années ou quelques mois, on voyait des attaques sur les sites web. On s'est de plus en plus protégé, et les attaquants se détournent vers d'autres moyens. Et aujourd'hui, on voit des attaques sur les applications mobiles, nos applications mobiles, et on voit apparaître en face de nous des fermes d'applications mobiles. Donc il ne faut pas imaginer que ce sont des dizaines de hackers avec chacun un smartphone dans la main. Ce sont carrément des systèmes informatiques qui simulent des milliers d'applications en parallèle pour tenter de rentrer dans les comptes clients. Ouais, complètement, c'est-à-dire que typiquement, un peu dans le même ordre d'idée, il y a aussi ce qu'on appelle les click farms, donc vraiment littéralement dans certains pays, des organisations complètes en fait, ont des gens qui sont payés pour résoudre toute la journée des CAPTCHA, donc cliquer sur des feux rouges, cliquer sur les autobus, cliquer sur ce genre de choses, et c'est pour ça qu'on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais le CAPTCHA devient plus effectivement un mécanisme de protection qui est suffisant pour dire la requête qui est en train de rentrer sur mon site, c'est bien la requête effectivement d'un être humain. Voilà, donc ça c'est et on voit effectivement se développer ce trafic automatisé, source de tas de problèmes pour les retailers et les e-commerçants. Alors Laurent, qu'est-ce que vous mettez en place pour lutter contre ce phénomène? Alors vous imaginez qu'on a tout un arsenal technologique, organisationnel et humain. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas forcément le lieu, mais pour prendre une image, on peut imaginer que c'est un petit peu comme la lutte contre le cambriolage. Chez vous, vous allez mettre une porte blindée pour éviter que l'attaquant rentre chez vous. Puis si vous avez vraiment beaucoup de valeur, vous allez doubler ça d'un système d'alarme parce que vous n'êtes jamais sûr que votre porte blindée va résister à toutes les attaques ou qu'il ne va pas passer par la fenêtre. Donc nous, si vous voulez, si je continue sur cette image, on va avoir un mix de protection et de détection pour éviter toutes ces attaques. Oui, on voit le sujet monter dans la presse, on voit différentes entreprises, on parlait d'hôpitaux effectivement récemment, il y a eu plusieurs alertes, plusieurs cas. Les entreprises françaises sont-elles bien protégées? Je dirais que c'est un sujet qui est vraiment très fortement pris en compte par toutes les entreprises, qu'elles soient grandes, petites, quelle que soit leur activité de manière générale. Je pense que les solutions qui existent aujourd'hui pour se protéger atteignent un bon niveau de maturité, aussi bien d'un point de vue efficacité qu'un point de vue simplicité d'utilisation. Donc, est-ce que les entreprises sont bien protégées aujourd'hui? Je pense que ça va être très dépendant en fait, des métiers. Je pense qu'il y a des activités qui naturellement investissent beaucoup dans la sécurité. On pense par exemple à des environnements, à des entreprises qui sont très fortement réglementées. D'autres qui le sont peut-être un petit peu moins parce qu'elles perçoivent moins le risque cyber, j'allais dire un peu naturellement. Puis malheureusement, il existe aussi des sociétés qui potentiellement devraient plus se protéger et on se rend compte qu'elles ne sont pas aussi bien protégées qu'elles le devraient. Laurent a cité tout à l'heure les hôpitaux qui sont fortement attaqués maintenant depuis quelques temps. On se rend compte effectivement que le secteur de la santé et le secteur hospitalier par exemple n'est pas aussi bien protégé qu'il ne le devrait par exemple. Il y a les solutions technologiques, il y a j'ai envie de dire les informaticiens qui sont dessus tous les jours,
Mais les salariés sont-ils suffisamment sensibilisés parce que tout aussi part de là, c'est-à-dire qu'il faut pas faire n'importe quoi avec nos smartphones, avec nos tablettes ou nos ordinateurs. Ouais. Non, mais clairement, le collaborateur, c'est un acteur de la cybersécurité. C'est-à-dire que le fait qu'il soit sensibilisé, le fait qu'il soit informé, le fait qu'il soit aussi, je trouve pas le terme, mais déculpabilisé aussi. C'est-à-dire que souvent les gens, on parlait de phishing tout à l'heure, ça peut arriver à tout le monde, hein. Ça peut vraiment, n'importe qui peut être entre guillemets pris au piège ou pris dans le piège du hameçonnage. Sauf qu'au moment où on clique en fait malheureusement sur le mauvais email, tout de suite on se dit mince, ouais, mais surtout c'est le premier réflexe naturel, c'est je ne vais pas en parler parce que je veux surtout pas qu'on vienne me taper sous les doigts. Et ça, c'est quelque chose contre lequel les entreprises doivent lutter, justement en incitant les personnes qui malheureusement, et ça peut arriver une fois de plus, ont appuyé sur le mauvais bouton au mauvais moment, à le déclarer le plus vite possible parce que on s'aperçoit que la capacité à réagir face à une attaque et surtout à l'ampleur de propagation de cette attaque, elle est très dépendante en fait du temps qui s'écoule entre le moment où on a cliqué et le moment où on commence à réagir. Voilà, donc ça c'est vraiment important et je pense que voilà, des grands groupes comme Carrefour ont probablement ce type de campagne de sensibilisation de leurs collaborateurs. Plus de 100 000 salariés, donc il faut les former. Ouais, il faut les former. Tout à fait. Les salariés, ça participe, enfin la sensibilisation des salariés, ça participe à la fois au pilier protection dont je parlais tout à l'heure, et tout à fait, Weyong, ça participe aussi au pilier détection. On a toutes ces campagnes de sensibilisation avec des plateformes d'e-learning. Puis on fait des tests de phishing, c'est-à-dire que les équipes cybersécurité de Carrefour vont régulièrement envoyer un faux email aux clients, aux salariés, pour vérifier leur capacité à détecter ça. Puis si jamais ils tombent dans le panneau, effectivement, ne pas du tout les culpabiliser, mais au contraire les éduquer, les former, les sensibiliser. Ouais. Alors Laurent, lorsqu'on a préparé cette émission, vous m'avez dit qu'il fallait même protéger les clients contre eux-mêmes. Là, il faut nous expliquer. Pas simple à faire quand même. C'est pas simple. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut protéger les clients contre eux-mêmes? À plusieurs reprises, aujourd'hui, là, je vous ai parlé d'intrusion dans les comptes clients. Alors comment ça se passe en pratique? Il ne faut pas du tout imaginer que l'attaquant, comme dans les films, va essayer tous les mots de passe, tous les caractères avec un chiffre vert sur un écran qui va défiler. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les attaquants viennent sur nos sites et sur nos applications avec des listes préexistantes d'identifiants et de mots de passe clients. Et ils les testent un par un. Alors, et certains fonctionnent. Alors d'où viennent ces listes? C'est en fait des clients. En cybersécurité, il y a une bonne pratique qui consiste à ne pas réutiliser le même mot de passe entre différents sites. On sait tous que c'est pas simple et voilà, des clients Je donnerai pas de nom. des clients le font et on le comprend tout à fait. Le problème quand on fait ça, c'est que si un des sites sur lesquels on utilise un mot de passe se fait pirater, et si ce site est mal conçu, le mot de passe va pouvoir être exfiltré par les pirates. Et ce qu'on constate, c'est que ces mots de passe, ces listes de mots de passe volés lors de piratage de sites sont revendus, parfois même donnés sur le darknet, et sont réutilisés sur les sites e-commerce notamment. Il y a des longues listes, et donc ces robots dont on parlait tout à l'heure, ces fermes d'applications viennent utiliser toutes ces listes, et puis certaines combinaisons identifiées en mot de passe fonctionnent. Et ensuite, ça fait des listes qualifiées qui sont revendues à d'autres équipes pour exploiter les cagnottes des clients. Ouais, non, mais très clairement, c'est-à-dire que il y a même je me souviens plus du cabinet d'études qui avait fait ça, mais qui avait mené une enquête justement sur la valeur finalement des informations et des informations unitaires comme des emails, des numéros de carte bleue, ce genre de choses. Ça peut valoir un montant qui va de 1 à 3 chiffres en fonction du niveau de sensibilité. Par contre, il y a des choses qui sont vendues à des montants de 5 voire 6 chiffres pour des accès complets à des systèmes plus ou moins sensibles. Donc c'est pour ça que on parle de cybersécurité, mais il y a vraiment une cybercriminalité en fait pour exploiter ce type d'informations dans le but d'en obtenir une valorisation toujours plus importante. Et sur effectivement ce trafic automatisé, c'est un des types de trafic qui grossit très régulièrement. On estime aujourd'hui que le trafic automatisé moyen reçu par une entreprise, il est de l'ordre de 45%, avec une fourchette qui va de 30 à 60%, et c'est très dépendant de l'activité des clients. C'est-à-dire qu'une entreprise va avoir une proportion de trafic automatisé qui va être plus ou moins importante en fonction de son niveau d'exposition Internet. Et donc lorsqu'on parle de e-commerçants ou de retailers qui font une partie significative de leur chiffre d'affaires en ligne, eux forcément ils ont des proportions de trafic automatisé qui sont très importantes. Qu'est-ce que vous craignez le plus finalement au quotidien? C'est le blocage des magasins, c'est le blocage du site internet, ou c'est le vol du fichier client ou le vol des cartes bancaires, des numéros de cartes bancaires?
C'est les deux, hein, tout simplement. Aujourd'hui, voilà, la plus grosse menace sur un acteur de la grande distribution, ça serait effectivement le blocage des magasins ou du site e-commerce. Il y a eu des cas d'enseignes spécialisées en France récemment, de grandes enseignes aux États-Unis. J'ai des photos où on voit des chariots qui bloquent le magasin en disant que tout est fermé. Tout à fait. On a même des cas, je crois, en Amérique du Sud où des imprimantes de caisse défilaient, sortaient une demande de rançon. Il y avait des mètres de papier qui se déroulaient par terre. Mais le vol de données, effectivement, ça serait aussi quelque chose de très très impactant. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a le RGPD qui sanctionne ça. Puis bon, on a un certain nombre d'informations qui sont confidentielles et dont on ne peut pas avoir publié sur Internet. Alors juste à côté de vous, il y a Olivier Gibert, donc le directeur de la technologie du groupe Carrefour. Mais je vais commencer une petite question. Vous travaillez ensemble ou pas? Parce que finalement, il y en a un qui est passionné par la performance et l'autre qui veut au contraire mettre des pare-feux. Comment vous travaillez ensemble? En fait, effectivement, c'est une histoire pas de concession, mais de collaboration. Il faut qu'on arrive à combiner un site qui soit rapide, mais qui soit sécurisé aussi. On ne peut pas avoir juste la performance avec des zones d'exposition qui soient trop importantes, qui soient avérées. Et à l'inverse, on ne peut pas construire quelque chose qui soit ultra sécurisé et qui empêche en fait le client de venir faire ses courses. Donc le bon équilibre. Voilà, c'est un bon équilibre et c'est une activité permanente parce que comme le disait Laurent, les types d'attaques évoluent chaque jour. Voilà, on a une situation, un contexte qui évolue en permanence et donc il faut s'adapter en permanence. Trouver l'équilibre. Alors, performance et disponibilité, pourquoi est-ce si crucial, important dans l'e-commerce notamment? Alors, en e-commerce, un des points clés, ça va être de proposer la meilleure expérience au client. Et donc, cette expérience-là, je dirais, la disponibilité est un élément clé parce que le client, il faut être capable de lui proposer la possibilité de faire ses courses à tout moment. Donc, on doit être en mesure d'offrir un service qui est accessible à tout moment de la journée, quelle que soit l'affluence. La performance est clé parce qu'en fait, il est avéré que plus un site est performant, plus le taux de conversion, donc le taux de conversion, c'est ce qu'on utilise généralement, c'est pour mesurer la performance commerciale du site, c'est le rapport entre le trafic entrant des clients et le nombre de clients qui finalisent leurs achats. Plus la performance d'un site, plus la performance d'un site est élevée, meilleur sera son taux de conversion. C'est quoi un beau taux de conversion? Alors un taux de conversion, c'est difficile, ça va dépendre des types de sites. C'est-à-dire que sur un site non alimentaire, on va être sur quelque chose qui sera aux alentours de 1,5%. Sur un site alimentaire, c'est plus important. Sur un site non alimentaire, les gens vont... L'acte d'achat, généralement, on va comparer différents sites. Sur un site alimentaire, on a plutôt des clients qui sont réguliers. Et donc là, quand ils viennent sur le site, ils viennent pour faire leurs courses. Et là, on est plutôt sur l'ordre de entre 3 et 5%. D'accord. Et pour compléter un petit peu ce que vient de dire Olivier, c'est que là on a parlé vraiment de l'impact aval, mais il y a aussi l'impact amont, c'est-à-dire qu'avoir un site qui va plus vite, qui a plus de performance, ça génère aussi des effets positifs autour du référencement naturel, c'est-à-dire que les moteurs de recherche vont augmenter la classification effectivement d'un site en fonction de sa performance, et donc ça va amener aussi plus de trafic sur le site. Donc, et plus de trafic avec plus de taux de conversion, c'est au final plus de revenus. Donc meilleur vous êtes, plus Google vous aime, quoi. C'est un peu ça. C'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Et donc voilà, donc il y a vraiment ces deux aspects-là qu'il faut voir. Alors comment on juge la performance d'un site? Quels sont les... Alors la performance, je dirais, il y a deux aspects. Le premier, c'est la capacité du site à absorber toutes les sollicitations, tout le trafic qui fluctue énormément selon qu'il y a des périodes d'activité commerciale, je sais pas, la rentrée des classes, le mois Carrefour, les jouets de Noël, le Black Friday. Donc ça, c'est un point où on va être amené à ajuster la puissance informatique qu'on va mettre sur nos plateformes pour qu'elles soient capables de répondre à l'ensemble des demandes et qu'elles servent correctement tout le monde. Le deuxième point, c'est proposer une expérience unitaire, individuelle à chaque client qui soit la meilleure possible. Donc là, on ne parle plus de dimensionner des infrastructures, mais on parle de se mettre à la place du client et d'observer ce qui se passe sur son navigateur. Donc ça veut dire, est-ce que le site s'affiche rapidement sur le navigateur? Est-ce que, une fois que le site s'est chargé, le client peut commencer à interagir? On a tous vécu l'expérience de la page s'est affichée, je commence à cliquer, puis rien ne se passe, et je me dis, que se passe-t-il? Donc tout ça, c'est une discipline à part, c'est ce qu'on appelle la web performance. On a des outils particuliers qui nous permettent de mesurer en permanence comment sont nos sites, et après de déterminer des solutions.
Vous nous avez parlé également tout à l'heure, et on en a parlé lors de la préparation de ce webinaire, les tierces parties. En quoi est-ce important, cette notion de tierces parties? Alors, les tierces parties, effectivement, font partie de nos sites. Ce qu'il faut, si je dois résumer un petit peu comment sont fabriqués, comment sont conçus nos systèmes, il y a une partie sur laquelle on a le contrôle, ce qu'on fabrique nous-mêmes. Et puis, on rajoute des composants externes qui viennent construire l'expérience globale du client. Donc, ces composants, ils sont de toute nature. Ça peut être des éléments, par exemple, sur lesquels le client va déterminer ses préférences pour les cookies. Ça peut être les outils d'analytique pour être capable de tracer, de comprendre comment les clients naviguent sur le site, etc. Et donc ces éléments-là, en fait, ils sont déclarés sur le site, mais on n'a pas le contrôle, nous, quelque part, Carrefour. On les utilise, et donc, comme ils font partie du site, ils peuvent impacter la performance, et ils peuvent aussi impacter la sécurité. Et donc, en fait, on doit surveiller cet ensemble. On n'est pas juste cantonné à surveiller ce qu'on a produit, nous, mais on doit vérifier l'ensemble. Ouais, très clairement, c'est-à-dire que on avait vu tout à l'heure que sur une des slides de présentation que certains sites pouvaient comporter jusqu'à une centaine de tierces parties. Alors c'est assez extrême, un site moyen aujourd'hui qui a un trafic, j'allais dire, du type d'une grande enseigne nationale comme Carrefour, c'est plutôt quelques dizaines de tierces parties. Et la présence de ces tierces parties, en fait, elle a trois incidences majeures. La première, c'est que en termes de sécurité, elle augmente la surface d'attaque. C'est-à-dire que ces tierces parties, ce sont potentiellement des points d'entrée supplémentaires sur le système en fait e-commerce d'un Carrefour ou d'un autre retailer. Ce sont des composants qui également donc impactent la performance, comme l'a dit Olivier, parce que c'est des composants qui doivent exécuter et faire un traitement, et donc ça rajoute effectivement de la latence. Et le troisième élément qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, mais qui est aussi important, comment dirais-je, Laurent en a parlé tout à l'heure, c'est la conformité réglementaire. C'est-à-dire que ces tierces parties drainent et gèrent aussi de la donnée à caractère personnel, et donc amènent aussi une problématique effectivement de données personnelles. Alors Olivier, vous en avez dit un mot, une des spécificités du commerce, c'est la saisonnalité. Il y a de grands pics d'activité. Alors comment dimensionner son informatique, comment calculer la performance avec des mois qui sont de petits mois et des pics qui sont de très grands pics. Enfin, je vous souhaite de très grands pics. Oui, effectivement. En fait, on ne peut pas avoir un dimensionnement unique, évidemment, parce que d'une part, le pic, en fait, on connaît les pics qu'on a vécus, mais il est impossible de dire si le prochain sera supérieur, inférieur au précédent. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir une infrastructure qui soit souple et qu'on puisse s'adapter rapidement. Et donc pour faire ça, on héberge la totalité de nos systèmes, nos plateformes e-commerce dans le cloud, parce que le cloud nous donne cette souplesse-là, donc capacité d'ajuster la puissance en fonction du trafic. Il faut savoir que les périodes de pic, oui, on a des pics qui sont prévisibles, les événements commerciaux, et puis il y a des pics qui sont imprévisibles. Je pourrais citer l'annonce du premier confinement en 2020. Mars, à 20h30. Oui, il a anticipé, c'est compliqué. Le trafic a été multiplié par 5 en 20 minutes. Ouais. Par 5. Et c'est passé ou ça a planté? Ça a été compliqué pendant une heure, et après on a réussi à rétablir. Mais justement, on avait la capacité à réagir très vite. Donc, donc le cloud est vraiment la réponse pour nous, et toutes nos plateformes e-commerce aujourd'hui sont hébergées dans le cloud pour bénéficier de cette souplesse-là. Et aujourd'hui, il y a encore des sites qui sont, pardon pour l'expression, mais plantés parce que le trafic est trop fort et qui ne sont pas dimensionnés. Ouais, ça arrive. Ouais. Clairement, ça arrive même bien plus souvent qu'on ne l'imagine, parce que, les sites, ils peuvent pas être dimensionnés pour absorber un pic qu'on rencontre 1, 2, 3 fois dans l'année. C'est pas possible, parce que financièrement, ça n'a strictement aucun sens. Donc, il faut mettre en œuvre des mécanismes techniques qui permettent à un moment donné d'absorber une charge. Alors, quand on dit absorber, c'est pas de la traiter, c'est de la mettre de côté et en attente finalement, pour permettre ensuite à l'internaute de rentrer sur le site lorsque le site est capable de le traiter. L'exemple très concret que je pense que tout le monde a connu ces dernières années, c'est simplement de prendre un rendez-vous médical sur un site comme Doctolib au hasard, au moment des campagnes de vaccination. Vous imaginez bien, c'est compliqué. Donc forcément, je pense que tout le monde a vu la fameuse page sur le site de Doctolib disant vous allez pouvoir rentrer dans 2 minutes 54 sur le site. C'est ce type de mécanisme technique qui permet à un moment donné de ne pas écrouler le site qu'il y a derrière. Lors de la préparation, vous m'avez parlé de waiting room. Oui, expliquez-moi cette notion. Voilà. C'est exactement cette notion-là. En fait, la waiting room, je dirais, c'est la solution ultime pour préserver le site. C'est-à-dire que sans waiting room, si vous avez un trafic qui augmente énormément, que le site ne répond plus, en fait, on va perdre à la fois les clients qui étaient déjà en train de faire leurs courses, le site ne répondra plus, donc ils ne pourront pas finaliser leur achat.
et les nouveaux arrivants n'accéderont pas au site puisqu'il sera indisponible. Donc la waiting room, quelque part, c'est une solution qui nous permet de préserver les clients qui sont en cours d'achat en disant au-delà d'un certain volume de trafic, je redirige les nouveaux arrivants vers une salle d'attente virtuelle. Donc c'est une expérience dégradée, mais on leur donne quand même de la visibilité sur le temps d'attente, etc. Et ils sont ensuite amenés à accéder au site une fois que les clients qui ont fini leur course ont quitté le site. Et une question pour tous les trois sur les deux sujets. Finalement, les entreprises françaises, elles sont en avance, elles sont à niveau, elles sont sur ces deux sujets, sécurité et performance. Est-ce que maintenant, on ne peut pas dire que la France est en retard par rapport aux États-Unis? Non, on a les mêmes. Je pense pas, non. Non, en termes de cybersécurité, je pense que la France n'est clairement pas en retard. Je pense qu'on peut d'ailleurs remercier l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui a fait un travail remarquable depuis pas mal d'années. Son directeur général vient de changer et je voudrais en profiter pour saluer. Donc on a, en tout cas, les grandes entreprises françaises sont, je pense, au niveau du reste de la planète. Après, sur les plus petites entreprises et sur les administrations, je pense que le constat est différent, mais sur les grandes entreprises, on est, je pense, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'on observe d'année en année une augmentation des budgets qui sont affectés à la sécurité, affectés effectivement au mécanisme de défense. Par contre, comme effectivement vient de le dire Laurent, je pense qu'il y a deux mondes entre les très grandes entreprises et les PME, les TPE, qui elles ont forcément moins de moyens et qu'il faut également protéger. D'ailleurs, aujourd'hui, on considère que dans 65% des cas, une attaque touche avant tout une PME ou une TPE. Donc c'est un enjeu de sécurité également pour ces entreprises qui ont besoin de se défendre avec des moyens qui ne sont pas ceux d'un grand groupe. Aujourd'hui, l'économie est quelque peu tendue, tout le monde serre un petit peu les budgets. Est-ce que vous avez l'impression que ce point cybersécurité et performance également, là, les distributeurs ne peuvent pas y toucher, les budgets ne sont pas rognés parce que c'est essentiel? Oui, complètement. Enfin, c'est essentiel pour toutes les raisons qu'on a évoquées, parce que ça impacte directement la capacité du retailer ou du e-commerçant à générer du revenu. Donc oui, très clairement, il n'y a pas de ralentissement dans les investissements sur ces sujets de sécurité et de performance. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Wayang, pour clôturer ce webinaire? Quelle conclusion vous en tirez? Il y aurait plein de choses à dire. Je pense que en termes de sécurité, en tout cas c'est le message qu'on essaye de passer régulièrement chez Cloudflare, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir accès à l'information. C'est-à-dire que c'est toujours facile de se défendre contre une menace connue finalement. Donc la menace qui est la plus difficilement, avec laquelle on a du mal à évoluer, c'est la menace qui n'a jamais existé. Donc je pense que premier élément qui est important à avoir en tête, c'est de travailler avec des partenaires technologiques qui peuvent apporter cette connaissance de manière continue et de manière régulière, d'où l'importance du volume et de la nature du trafic qu'on évoquait tout à l'heure en début de conversation. Le deuxième élément, je pense qu'il faut avoir en tête également, c'est je pense qu'il faut des outils qui soient simples à utiliser. La sécurité et la performance, c'est des sujets très complexes, qui ont beaucoup de ramifications techniques. Et donc, choisir des solutions qui ont cette capacité à simplifier l'expérience finalement de l'exploitant de la sécurité, c'est aussi renforcer sa sécurité indirectement parce qu'elle optimise les modèles opérationnels et tout ce qui touche à cette sécurité. Et je pense que le troisième élément, c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de trouver des solutions qui évitent d'avoir à faire ce compromis dont on parle très souvent et depuis assez longtemps entre la sécurité et la performance. Donc aujourd'hui, clairement, il existe des solutions qui permettent de concilier ces deux mondes qui, pendant très longtemps, ont été vus comme un peu inconciliables. Quelque chose à rajouter? Entièrement d'accord avec ça? Ouais, totalement d'accord. En fait, je pourrais illustrer avec l'exemple qu'on avait vécu il y a quelques années où on avait beaucoup de bots, donc des systèmes qui venaient naviguer sur notre site et qui du coup pénalisaient les performances. On avait essayé plusieurs solutions et certaines qu'on a dû retirer parce que justement elles sécurisaient, mais l'impact performance était trop important. Donc c'est vraiment une exigence assez pointue qu'il faut qu'on ait en permanence.
Et moi, je vais finir aussi sur une note d'optimisme. C'est vrai que quand on parle de cybersécurité d'attaque, c'est anxiogène, mais aujourd'hui, ça fait partie du paysage. Exactement. On a des solutions, on a des méthodes, on a des approches qui fonctionnent. Alors, le risque zéro n'existe pas, on aura toujours un attaquant plus fort que nous, mais je pense qu'on l'ensemble des sociétés, notamment les retailers, on sait se défendre et on a les moyens de le faire. Ce qui est une bonne chose. J'ai quand même quelques questions par Internet. Une question, vous en avez parlé tout à l'heure sur les CAPTCHA. Que faire pour s'en passer? Parce que c'est aussi un frein, si je résume un petit peu la question, un frein à l'acte d'achat. Ouais, non, très clairement, c'est-à-dire que les CAPTCHA, je pense que tout le monde connaît, c'est le mécanisme technique qui consiste à cliquer sur des feux rouges, sur des vélos, sur des autobus. C'est un mécanisme de sécurité qui vise effectivement à s'assurer pour un site internet que c'est bien un être humain finalement qui est derrière la fameuse requête, mais c'est castrateur, c'est-à-dire que, et ça a un effet très négatif pour les retailers, c'est que le CAPTCHA en fait impacte le taux de conversion des paniers, voilà, ou le taux d'abandon des paniers. Donc chez Cloudflare, en fait, on a travaillé sur le sujet depuis à peu près 2019 avec un mécanisme qu'on appelle le Manage Challenge, qui vise en fait à remplacer ce mécanisme de sécurité qui nécessite l'intervention humaine par des mécanismes transparents qui vont être gérés par le navigateur en fait de l'internaute et qui va avoir exactement le même niveau d'efficacité, sauf que l'internaute ça va être transparent pour l'internaute. Et ce qu'on observe avec ce type de technologie, c'est que nos clients retailers ou e-commerçants ont vu leur taux d'abandon de panier descendre de 32% grâce à ce type de mécanisme. Donc c'est énorme. C'est énorme, hein, c'est vraiment énorme parce que ça permet aussi parce qu'on parle d'une technologie qui est, comme le disait Laurent tout à l'heure, clairement à un coût. Mais là, on parle d'une technologie qui est effectivement à un coût, mais qui a aussi un retour sur investissement parce qu'on peut mesurer l'impact sur des critères de business comme celui que je viens d'évoquer. Donc on va arrêter de faire des devinettes tous les jours. En tout cas, on espère. Nous, on œuvre effectivement pour supprimer ce type de mécanismes qui ne sont pas, j'allais dire, très confortables dans le parcours client sur un site internet. Une autre question, quels sont les sites les plus touchés, les plus visés par les cyberattaques? Est-ce que ce sont les magasins, les entrepôts, le siège, ou est-ce que c'est global tout simplement? Déjà, naturellement, ça va être les sites qui sont, tout ce qui est exposé sur Internet. Donc les magasins le sont moins que les sites e-commerce. Donc je pense que on va avoir deux grosses catégories de cibles pour les attaquants. Ça va être les sites e-commerce pour toutes les raisons qu'on a exposées. Et puis l'ensemble de l'IT de Carrefour, parce qu'à partir du moment où il y a un point d'accès depuis Internet, il y a moyen de rentrer dans le système et de réaliser la première nature d'attaque dont je parlais tout à l'heure, le blocage et le vol de données. Oui, donc tout à l'heure, vous avez dit que les cyber, je crois que c'est vous qui l'avez dit, les pirates, finalement, sont souvent en dehors du pays attaqués. Ouais, mais quel est le profil du pirate aujourd'hui? Ils sont vraiment devenus des vrais professionnels? Oui, très clairement, que ce qu'on observe, c'est que c'est une activité qui se professionnalise, qui est lourdement technologique, et qui, dans les cas les plus extrêmes, vont effectivement jusqu'à des profils de type étatique. C'est-à-dire que l'attaquant, ça fait longtemps que c'est plus l'image qu'on s'en fait, j'allais dire, de la personne dans son garage avec le sweatshirt et la capuche. Voilà, c'est ça. Ça fait longtemps que c'est plus ça. Ça se professionnalise, ça se complexifie. C'est-à-dire que les attaques deviennent de plus en plus complexes en mettant en jeu des mécanismes qu'on appelle par exemple le social engineering. Tout à l'heure, Laurent parlait d'attaques qui potentiellement visaient des magasins, l'usurpation effectivement entre guillemets d'identité d'un partenaire commercial pour réclamer le paiement d'une facture qui bizarrement est légitime, mais qui en fait demande à être payé sur un compte qui lui l'est un petit peu moins. Tout ça, c'est des phénomènes en fait qu'on observe de plus en plus. Donc il y a effectivement cette professionnalisation, cette augmentation de la complexité, les attaques deviennent de plus en plus intelligentes, et donc globalement elles deviennent de plus en plus difficiles à détecter. Et donc dans la série comme disait Olivier tout à l'heure, c'est vraiment comme la performance, la sécurité, c'est une démarche qui est continue. C'est-à-dire qu'on joue au jeu du chat et de la souris en permanence pour pouvoir lutter contre les attaquants qui en permanence améliorent finalement leur mécanisme d'attaque. Et les attaques, on va dire d'espionnage, de concurrence, il y en a encore beaucoup ou il n'y en a pas beaucoup? Si un concurrent qui arrive en France veut voler le fichier fournisseur avec toutes les conditions tarifaires de Carrefour, ça existe ça ou c'est du mythe? L'espionnage, il y a plusieurs catégories d'attaques. L'espionnage, le sabotage, c'est-à-dire la destruction sans visée financière, juste pour détruire. Et puis donc, dans le cas de Carrefour, la destruction, le vol de données à but financier. Bon, l'espionnage, c'est une réalité. Par contre, ça ne va
pas cibler des retailers, ça va cibler des entreprises qui ont des secrets qui intéressent d'autres États, ou plutôt des autorités qui ont des secrets qui intéressent d'autres États, ou alors de la recherche et développement, des brevets, des choses très très avancées. Des formulations. On ne peut pas exclure qu'un concurrent de Carrefour vienne voler le fichier client et les marges arrière, mais c'est très très improbable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup tous les trois d'avoir participé à ce webinaire. Un sujet passionnant, je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Non, clairement. Parce que la performance, de toute façon, tout le monde va demander encore plus. Exactement. Et la cybersécurité, malheureusement, vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Ça ne va pas s'arrêter demain. Le progrès fait qu'on se protège de plus en plus, mais que les voleurs aussi ou les pirates aussi progressent. Exactement. Et qu'il y a toujours des solutions pour essayer de faire trouver des parades. On essaye en tout cas. Merci à tous les trois. Je vous encourage à dire à vos confrères, collègues, de dire regardez le webinaire LSA, il sera toujours disponible sur la plateforme LSA. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.